cet exercice. Le partage est fait? Oui. Oui, madame. Allons-y. Par contre, il me faut un tableau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice? Nous avons un serveur. Le serveur peut être allumé, il peut être éteint, il peut être en panne. Donc, considérons un serveur qui peut être allumé, on, éteint, off, ou défectueux, c'est-à-dire en panne. Le serveur défectueux est réparé, mais avant l'opération de réparation, il doit être éteint. C'est normal, tu ne vas pas réparer une machine allumée. Donc, on doit passer vers l'état éteint. Donc, voilà. Voilà. Donc, le x de t donc, égale, on vous dit x de t, c'est-à-dire l'état du système à un instant t, bien sûr, appartenant à un intervalle. Je ne parle pas d'un instant comme ça t, je ne suis pas dans le temps discret. L'état du système à un instant donné, t, d'accord? Le temps, il est continu, mais il y a des instants. Je peux considérer des instants t. Donc, ça peut être 1. Donc là, on représente les états du processus par une variable aléatoire x. Donc, x de t égale à 1 si le serveur est éteint, égale à 2 si c'est allumé, égale à 3 si c'est défectueux à l'instant t. Donc, à partir de là, on va commencer par toujours la représentation graphique. Si tu n'as pas dessiné, tu n'as rien fait. Tu ne pourras pas commencer. Donc, il y aura combien d'états? 3. 3 états. 3 états. Le 1, c'est quel état? On. On. Donc, je vais mettre juste dessus le on pour se retrouver. Le 2, c'est off. Après, on. voilà. Non, madame, le 1 c'est off. Éteint. Voilà. Vous suivez ici. Bon, là, c'est vrai que dans la description, j'ai dit, considérant un serveur qui peut être allumé, éteint ou défectueux, mais après, j'ai donné ce qu'il faut. C'est un peu ce que je donne d'habitude dans les examens. Pourquoi? Pour uniformiser. Parce que chacun, après, il travaille à sa façon. Donc, pour éviter que chacun travaille à sa façon, on travaille tous de la même façon. Donc, vous avez le off pour l'état 1. Vous avez le on pour l'état 2. Et vous avez l'état 3. C'est l'état, on vous dit panne. C'est l'état de panne. Voilà. Voilà. Après, on vous dit les transitions d'un état à un autre obéissent aux règles suivantes. Quand le serveur est éteint, il peut être allumé. Ça veut dire quoi? Il y a une transition من off لل on. Quand il est éteint, il peut être allumé. Quand le serveur est allumé, il peut être éteint ou devenir défectueux. Il y a une transition de 2 à 1 et 2 à 3. Quand le serveur est défectueux, il est réparé après l'avoir éteint. Donc on passe à l'état en haut. Voilà.
il passe à l'état off. De 3 à 1. Il passe à l'état 1, c'est-à-dire en l'éteint et après, d'accord. Et après, il va fonctionner. Il va fonctionner, d'accord. Donc, on l'éteint et donc ça, c'est la réparation. Ça, c'est la réparation. Ça veut dire, en fait, quand on vous dit, quand il tombe, enfin, regardez bien cette phrase. Quand le serveur est défectueux, il est réparé après l'avoir éteint. Ça veut dire que quand il tombe en panne, bon, il tombe en panne. Et quand je dis en panne, ce n'est pas forcément une panne matérielle. Ça peut être une panne logicielle, ça peut être un problème soft, pas forcément matériel. Donc, si j'ai une panne, qu'est-ce que je vais faire? Je veux réparer. Donc, j'éteins. Mais une fois que, ça c'est la durée de la réparation. Une fois que j'ai terminé la réparation, je vais trouver le système éteint. Une fois que j'ai terminé ça, ça représente, parce qu'on vous a dit ici que quand il est défectueux, il est réparé. Mais il est réparé, et donc quand il est défectueux, il est réparé. Est-ce qu'il va revenir vers l'état off ou bien il va revenir vers l'état on? On vous a dit, il est réparé après l'avoir éteint. Donc quand il tombe en panne, je l'éteins. Je le répare, par exemple, je vois que, je ne sais pas, il y a un composant qui marche pas convenablement. J'éteins, je règle le problème et donc ça, c'est la durée de la réparation. J'éteins, je règle le problème. C'est la durée de la réparation. Une fois que la réparation se termine, je vais mettre ma machine dans l'état 1. Voilà, pas dans l'état 1. Donc voilà, donc nous supposons que l'évolution dans le futur dépend uniquement de l'état présent. Ça, c'est pour vous dire quoi? D'abord, est-ce qu'on est devant un processus stochastique? Est-ce qu'on peut modéliser ce système par un processus stochastique? Oui? Oui, madame, parce que les états dépendent de l'état N-1. Non. J'ai dit, est-ce que je peux modéliser ce système par un processus stochastique? On peut modéliser ce système par un processus stochastique parce que c'est un comportement. C'est fini. Non, c'est un système à comportement aléatoire. Le système a un comportement aléatoire, donc je peux lui utiliser un processus stochastique. Quand le système a un comportement aléatoire, je peux lui associer un processus stochastique. Ça, on l'a expliqué aussi sur la série 1. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc là, nous supposons que l'évolution dans le futur dépend uniquement de l'état présent. Ça signifie qu'il y a la perte de mémoire. Ça veut dire qu'on est dans l'état, dans le cas d'un processus markovien. Il y a la perte de mémoire, processus markovien. On n'a pas encore fini. On vous dit, voilà, nous considérons que les périodes de temps durant lesquelles, regardez, les périodes de temps durant lesquelles le serveur est éteint sont distribuées exponentiellement avec le paramètre bêta. Les périodes de temps durant lesquelles, ou bien les temps, on dit période ou les temps, c'est la même chose. Périodes de temps durant lesquelles le serveur est éteint sont distribuées exponentiellement avec le paramètre bêta. Ça veut dire quoi? Madame, le temps de 1 égale à bêta. De 1 à quoi? Égale à bêta. C'est en fait, De 1 à 2. les périodes de temps durant lesquelles le serveur est éteint, ça veut dire qu'on est là. Mais quand on est là, on peut aller seulement ici. Donc, les deux étudiants ont raison. Donc, tu vas me dire, bêta, c'est là. Je te dis oui. Mais comme j'ai une seule sortie, le bêta, il va être là. Mais attention, sur une CMTC, je ne mets pas les taux au niveau des états. On met les taux juste au niveau des arcs. Des arcs, oui. D'accord? Donc, pour l'état, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. C'est sur le brouillon, quoi. D'accord? Mais les périodes de temps durant lesquelles le serveur est éteint, ça veut dire le serveur est éteint, ça veut dire qu'il est dans l'état 1. Toutes ces périodes sont distribuées exponentiellement avec le taux bêta. Et comme j'ai une seule sortie, donc bêta,
Et ça c'est égal à la somme des sorties, à une seule sortie dans ces bêta. Très bien. Les périodes de temps durant lesquelles le serveur est allumé sont distribuées exponentiellement avec le paramètre alpha plus mu. On parle de quel état? 2 vers 3 2 Non. et 2 vers 1. Oui, mais les périodes de temps durant lesquelles le serveur est allumé, ça veut dire L'état 2. l'état 2, Oui. sont distribués exponentiellement avec le paramètre alpha plus mu. Donc, ça veut dire que j'associe le taux mu2 égale à combien? Donc, ici, le taux mu1 égale, on l'a dit, votre camarade l'a dit, égale à bêta. Bêta. mu2 égale à alpha plus mu. Donc, le mu2 égale à Alpha alpha plus mu. Plus mu. alpha plus mu. Alors, où est-ce que je vais mettre alpha, où est-ce que je vais mettre mu? Je ne sais pas pour l'instant. Donc, on attend. On continue. La durée de vie d'un serveur est distribuée exponentiellement avec le paramètre mu. C'est quoi la durée de vie? Au-delà de la durée de vie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la panne. La durée de vie d'un serveur est distribuée exponentiellement avec le paramètre mu. On ne peut pas passer de off à panne. On ne peut passer que de on à panne. Ça veut dire que de on à panne, ça va être Mu. Et puisque le mu, c'est là, le alpha, Donc, c'est alpha 2 de 1. De 2 de 1, alpha. Voilà. D'accord? La durée de vie, et donc, au-delà de la durée de vie, c'est la réparation après. D'accord? Voilà. On aurait pu appeler la durée de fonctionnement. D'accord? La durée de fonctionnement. Durée de vie. Voilà. Après, on vous dit le temps de réparation d'un serveur est distribué exponentiellement avec le taux, ou bien on dit taux ou bien paramètre. C'est comme en anglais. Soit on dit parameter, soit on dit rate. C'est la même chose. Taux, c'est rate, et paramètre, paramètre. Donc, toute variable aléatoire exponentielle a un taux ou un paramètre. Donc là, le temps de réparation est distribué avec le taux lambda ou le paramètre lambda. Le temps de réparation, c'est ça. Le temps de réparation, c'est ça. Ou bien, c'est ça. Parce que pendant la réparation, le serveur, il est dans l'étape panne. Et donc, mu3 égale à Lambda. Lambda. Et comme il y a une seule possibilité, on ne vous a pas dit qu'une fois qu'il est réparé, il peut passer vers l'état off comme il peut passer vers l'état on. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule sortie. Ça veut dire que c'est ça, le lambda. Voilà la représentation graphique de notre chaîne de Markov à temps continu. Mais avant de faire ça, il y a une autre question. Quel est le modèle adapté à ce système? Maintenant, on a fait les CMTD, les CMTC, et donc l'étudiant, il est en mesure de dire lequel est le mieux adapté et de justifier son choix. Première des choses, le système est à comportement aléatoire. D'accord? Donc, s'il y a un comportement aléatoire, ça veut dire que je peux lui faire attendez. Non. J'essaie de voir si j'ai un pseudo corrigé. Voilà. Voilà. Regardez. Voilà. Donc, le modèle adapté est une CMTC. Bon. En principe, vous êtes censé justifier. Il faut justifier comme on l'a fait dans la série 1. Vous avez dans le corrigé la justification. Premièrement, le système est à comportement aléatoire. Donc, on peut utiliser un processus stochastique. L'espace d'état est dénombrable. Donc, je peux
utiliser donc l'espace d'état dénombrable. Jusque-là, je suis sur une chaîne. On vous a dit que l'évolution dans le futur dépend uniquement de l'état présent. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il veut dire tout simplement qu'on ne prend pas en considération l'usure. Parce que dans la réalité, un système, quand il est neuf et il tombe en panne pour la première fois, c'est pas comme un système qui a été réparé 10 fois. Et on connaît tous le problème. Un système qui n'est jamais tombé en panne, il a moins de chances de tomber en panne. Mais un système qui a été déjà réparé, il y a plus de chances de tomber en panne. Donc, cette remarque, pourquoi on la donne? C'est pour dire que l'évolution dans le futur dépend uniquement de l'état présent. Ça veut dire que je considère, j'ai pris une hypothèse. Dans tous les travaux sur les réseaux, sur les systèmes informatiques, on doit prendre des hypothèses. Autrement, on n'avance pas. Donc, je prends l'hypothèse suivante. Le système ne prend pas en considération l'historique. Je ne prends pas en considération l'usure. Si je veux considérer l'usure, je dois détailler encore plus mon modèle. D'accord? Donc, je vais travailler sur un modèle non markovien. Donc, pas une chaîne de Markov. Je vais utiliser un autre modèle non markovien. Donc, là, on a la propriété de perte de mémoire. Donc, je suis sur une chaîne de Markov. Et les temps, là, les temps, comment ils sont? Tous les temps de réparation, le temps c'est-à-dire pendant lequel le serveur est allumé, pendant lequel le serveur il est éteint, tous ces temps-là. Ils sont aléatoire, madame. Non, oui, mais les temps, on ne dit pas les temps aléatoires. Les temps sont distribués exponentiellement. Oui, c'est pour ça qu'on a CMTC, oui. Les temps sont distribués exponentiellement. Les temps sont des variables aléatoires distribuées selon une loi exponentielle. La loi exponentielle, une variable aléatoire exponentielle est une variable aléatoire continue. Donc, voilà, donc on a justifié avec 4 points, comme dans la CMTC, dans la CMTD. Processus aléatoire, propriété de perte de mémoire, espace d'état dénombrable, éteignez les micros. Et le temps est continu. On utilise des temps exponentiels, donc des variables aléatoires exponentielles. Donc les temps sont continus, donc c'est une CMTC. Voilà. La deuxième question, donnez le diagramme des taux de transition ainsi que le générateur infinitésimal. C'est ça le diagramme des taux de transition, c'est ce qu'on a construit ensemble, c'est exactement la même chose, voilà. L'état 1, c'est le off, le 2, c'est le on, le 3, c'est la panne. Si vous voulez prendre en photo pour après noter quelques remarques sur vos cahiers, faites-le. D'accord? Donc, le 1, c'est off, 2, c'est on. Vous avez bêta, alpha, le mu pour aller vers l'état de panne. Et là, j'ai détaillé, voilà. Mais je ne mets pas mu 1, mu 2, mu 3 sur le graphe, non. Non, CMTC, c'est juste les taux de transition et non pas les taux des états. À partir de là, on va construire ensemble le générateur. On vous a demandé le générateur infinitésimal. Même si on ne te le demande pas, de toute manière, tu t'en sers dans les calculs. Tu en as besoin. Le générateur infinitésimal. Donc, le générateur infinitésimal, il est là. C'est quoi? C'est une matrice à 3 lignes, 3 colonnes. On va la construire ensemble. Essayons de la construire ensemble. Voilà, la matrice Q. Regardez juste le graphe, essayez de ne pas chicaner. Donc, vous prenez, alors, de 1 à 2, bêta. De 1 à 3, 0. De 1 à 1, je mets moins bêta. De 2 à 1, alpha. De 2 à 3, le mu. Et je mets moins bêta sur plus
moins plutôt alpha. D'accord? Voilà. Moins alpha plus mu. Voilà, c'est là. Et de la même façon, de l'état 3 à l'état 1. De l'état 3 à l'état 1, qu'est-ce qu'on a? De 3 à 1, on a le lambda. De 3 à 2, il n'y a rien. Et donc, au niveau du 3, je mets moins lambda. Donc, voilà comment on construit. L'essentiel, c'est dans la CM, dans la représentation graphique, tu dois bien te concentrer, que ce soit dans une CMTD ou dans une CMTC. Voilà, j'ai construit ça. J'ai construit mon générateur infinitésimal. Si vous avez des questions, posez-les. Je ne peux pas à chaque fois vous demander si vous avez compris ou pas. La question suivante, vérifiez l'ergodicité de ce modèle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vérifier l'ergodicité de ce modèle. Il faut juste voir est-ce que le modèle est fini et irréductible. Donc, la CMTC est finie et irréductible. Donc, elle est finie parce que l'espace d'état contient 3 états, comme d'habitude, la cardinalité de E égale à 3. Et elle est irréductible car de tout état I, on peut atteindre tout autre état J. Et là, on le voit bien. On peut aller de 1 à 2, de 1 à 3 indirectement, de 2 à 1, de 2 à 3, de 3 à 1 et de 3 à 2 indirectement. Irréductible, comme d'habitude. On sait vérifier l'irréductibilité. La CMTC est ergodique. Je ne parle pas de période dans la CMTC. CMTC irréductible, on t'a dit vérifier l'ergodicité. Elle est finie irréductible, donc le modèle est ergodique. On vous dit, si le régime stationnaire sera atteint, calculez le vecteur des probabilités à l'état stationnaire pour alpha, bêta, mu et lambda quelconque. Donc, puisque la CMTC est ergodique, cela implique que le vecteur de la distribution stationnaire existe et est unique. Le vecteur de la distribution stationnaire, c'est le vecteur pi. Il existe et il est unique. Et comment on l'obtient? C'est tout simplement ce vecteur-là. Puisqu'on a un système à 3 inconnus, pi1, pi2 et pi3, donc on cherche le vecteur pi. Je cherche le vecteur pi, ça veut dire quoi? Bon. On cherche un vecteur pi. On cherche un vecteur pi, c'est ça l'inconnu. Donc, puisqu'on cherche un vecteur pi, ça revient à calculer les différents pi i. Calculer les différents pi i. Le pi 1, le pi 2 et le pi 3. Comment je vais obtenir le pi 1, le pi 2 et le pi 3? Ça va être la résolution de ce système d'équations pi fois q égale à 0 avec la somme des pi i égale à 1. D'accord? Voilà, donc la résolution, donc on va tout simplement, donc c'est ça notre inconnu, c'est le vecteur pi, et la matrice, c'est la matrice q, d'accord? Et on va mettre pi fois q égale à 0, comme d'habitude, comme on fait d'habitude, c'est ça. Hop là, j'aurais pas dû. Voilà, on fait pi, voilà. Voilà, on cherche à calculer le vecteur pi, donc ça revient à calculer chacun des éléments de ce vecteur. Donc c'est pi 1, virgule pi 2, virgule pi 3. Je multiplie ça fois cette matrice égale à 0. D'accord? Voilà, donc
ça va être comme d'habitude, multiplier 7 lignes fois 7 colonnes, 7 lignes fois 7 colonnes. Et à chaque fois, 7 lignes fois 7 colonnes égale à 0. Là, en fait, voilà, je mets ça de ce côté. Regardez. Voilà. Donc, regardez, pi fois la matrice Q égale à 0. Donc, la première équation, c'est quoi? Regardez, pi 1 fois moins bêta. Donc, moins bêta pi 1. C'est exactement de la même façon que ce qu'on a fait dans la CMTD, sauf que dans la CMTD, on avait pi ici. Pareil, celui qui a compris comment faire, il applique. Donc, moins bêta pi 1 plus alpha pi 2 plus lambda pi 3. Voilà, moins bêta pi 1. Je suis sur la première équation, vous suivez ici. Moins bêta pi 1 plus alpha pi 2 plus lambda pi 3 égale à 0. Deuxième équation, je suis là. Deuxième équation, bêta pi 1 moins alpha plus mu fois pi 2, voilà, égale à 0, plus 0 pi 3 égale à 0. C'est la deuxième équation. La troisième équation, qu'est-ce qu'elle dit? 0 fois pi 1 plus mu fois pi 2 moins lambda fois pi 3 égale à 0. C'est celle-là. Mu fois pi 2, il est là, moins lambda fois pi 3, il est là, égale à 0. Je remarque que dans l'équation 1, j'ai 3 inconnus, pi 1, pi 2, pi 3, elle ne m'intéresse pas. Dans l'équation 2, j'ai 2 inconnus, pi 1 et pi 2. Dans l'équation 3, j'ai 2 inconnus, pi 2 et pi 3. Qu'est-ce que je fais? Le pi 2, il apparaît là. Il apparaît là. J'exprime le pi 1 en fonction de pi 2. J'exprime le pi 3 en fonction de pi 2. Je trouve le pi 1 là. Pi 1, ça va être égal à alpha plus mu divisé par bêta pi 2. Ici, je récupère le pi 3. Le pi 3, ça va être égal à mu divisé par lambda fois pi 2. J'ai trouvé le pi 1 en fonction de pi 2. J'ai trouvé le pi 3 en fonction de pi 2. Je vais remplacer dans l'équation 1. L'équation 1, l'équation de normalisation, elle est très simple. Quand je vais remplacer dans l'équation 1, je vais remplacer le pi 1 par ça. Je vais remplacer, donc ça va me donner alpha plus mu divisé par bêta fois pi 2. C'est ça le pi 1. Le pi 2, c'est lui-même. Il n'a pas changé, c'est le pi 2. Et le pi 3, je le remplace par ça, par mu plus lambda pi 2. La somme de tout ça égale à 1. Ça, c'est le pi 1. Ça, c'est le pi 2. Ça, c'est le pi 3. J'ai une équation à un seul inconnu. Je résous cette équation. Je trouve pi 2. Je ne vous demande pas de trouver alpha, mu. Non. Alpha, mu, etc., c'est des paramètres. Donc, vous les laissez. Et c'est comme si c'était des valeurs. Donc, vous allez trouver juste le pi 2. Et donc, à partir de là, on résout cette équation. Donc, pi 2 facteur commun. Et ça va être pi 2 fois ça, plus 1, plus ça. Et vous réduisez au facteur commun égal à 1 et vous trouvez le pi 2. Une fois que tu as trouvé le pi 2, tu peux trouver le pi 1. Tu multiplies le pi 2 fois ça, tu trouves le pi 1. Tu multiplies le pi 2 fois ça, tu trouves le pi 3. Et voilà le résultat final. Donc, je vais vous envoyer la série. Pour les paramètres de performance, il faudrait que vous soyez en forme pour que vous puissiez m'écouter, pour que vous puissiez me comprendre. Donc, je vais faire ça pour les RSE, la prochaine séance en ligne. Pour les RSD, on va faire ça en TD le jeudi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous envoie tout à l'heure, au plus tard demain, la série. Et vous essayez de travailler ça à tête reposée. D'accord? Vous refaites ces calculs pour aboutir à ce résultat. Le résultat, il est bon. Mais l'étudiant doit savoir comment travailler. Je vous ai expliqué comment faire fonctionner les choses. C'est à vous de vous exercer.
Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui, je suis obligée de vous laisser. Si vous avez des